Bonjour à tous. On va pas tarder à commencer ce webinaire. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes que les prochains participants nous rejoignent. Je pense qu'on va commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous et merci de votre présence aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la transformation des entreprises. Donc, un vaste sujet. Vous le savez, aujourd'hui, la transformation des entreprises, c'est essentiel, c'est obligatoire finalement pour une entreprise qui veut réussir. Euh, Au travers des années, la transformation entre l'accélération de l'écosystème économique et technologique, c'est devenu quelque chose de très récurrent. C'est-à-dire qu'une entreprise va devoir passer à travers des transformations de façon permanente. Ça fait partie désormais de son quotidien. Donc aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'une entreprise, des dirigeants peuvent gérer efficacement ces transformations qui deviennent des habitudes finalement. Quelles techniques on va pouvoir développer pour gérer plus sereinement ces transformations. Donc voilà, ça va être ça le thème de notre webinaire du jour. Alors rapidement, je me présente. Donc je suis Constance Hydrac, je suis consultante chef de projet pour Pixfor et j'ai plus de 8 années d'expérience de conseil spécialisée en gestion de projets de transformation. Donc dans différents secteurs, que ce soit la santé, les télécoms et la banque, j'ai toujours travaillé sur des projets de transformation qui impactaient fortement l'organisation cœur de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus concrète possible et de vous donner des exemples des techniques pour ce type de transformation. Alors, quelques notions de fonctionnement rapidement avant de commencer. Donc aujourd'hui, on a une petite demi-heure ensemble. Vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions via le petit module de questions-réponses qui est mis à disposition par l'outil. J'y répondrai à la fin de la séance. Voilà, donc on aura un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Et l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui sera à votre disposition dès demain sur le blog Focus Performance si vous voulez le partager avec vos collègues ou équipes. Voilà pour le petit point d'organisation. Donc, je vous propose d'aller dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va répondre à 3 questions clés qui sont les suivantes. Pourquoi les processus devraient-ils être le point de départ de tout projet de transformation? Mais aussi comment tirer parti des remontées d'informations et d'expériences de chacun dans la structuration des processus. Et pour finir, une conclusion sur comment les processus peuvent-ils vous aider à accompagner le changement. Donc si on s'intéresse à pourquoi les processus devraient-ils être le point de départ de tout projet de transformation, en fait, pourquoi est-ce que les processus devraient être la méthode, la technique à utiliser pour gérer efficacement son projet de transformation. Et afin de traiter ce point, ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques définitions. Voilà, il faut savoir un peu de quoi on parle avant de se lancer. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'est un processus. Parce qu'effectivement, le mot processus, il fait maintenant partie du langage courant. Et il est utilisé un peu parfois à tort et à travers, donc on va se remettre quelques définitions. Donc il y a beaucoup de normes qui décrivent les processus, notamment la norme ISO 9001, qui est la norme internationale de référence pour la gestion de la qualité. Donc un processus, c'est la description d'un système d'activité qui utilise des ressources pour transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Voilà, donc c'est une des définitions des processus. Et si on voulait retenir 3 caractéristiques clés d'un processus, ça serait le fait qu'il décrit le quoi faire dans un ordre prédéfini, donc la notion de séquence, le fait qu'un processus implique forcément plusieurs métiers. Un processus, c'est transversal. Donc ça, c'est vraiment un point clé et qui va différencier un processus de l'organisation classique par organigramme, par exemple. Quand on fait un bon processus, entre guillemets, on se concentre sur toute la chaîne de valeur entre, par exemple, le besoin d'un client jusqu'à la satisfaction de ce client, ou alors ça peut être un client interne, un fournisseur. En tout cas, on casse les silos de l'organigramme des départements pour s'intéresser à la ligne de valeur de façon totalement transversale. C'est un point très important. Et enfin, le fait qu'un processus ajoute forcément de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est pas juste une suite d'activités, c'est une suite d'activités qui entraîne un résultat. Il y a un élément de sortie, et cet élément de sortie, c'est la valeur ajoutée.
Donc, il y a plusieurs techniques pour décrire les processus, il y a plusieurs méthodes et dans le temps, elles évoluent aussi très régulièrement. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la méthodologie Calligram et je trouve qu'elle est très efficace pour le sujet d'aujourd'hui, donc la gestion de la conduite du changement et des transformations. Donc rapidement, c'est une méthodologie qui va permettre de décrire ces processus selon trois types de logigrammes qui vont à chaque fois répondre à une question différente et qui vont donc permettre d'adresser des problématiques et des besoins différents. Donc le premier niveau, que vous voyez sur le schéma, c'est la cartographie des processus. Donc, ça va permettre de répondre à la question pourquoi, vers quoi. Donc, c'est vraiment la description macro, finalement, de l'entreprise. Ça va permettre aux dirigeants, notamment, de définir leur stratégie, quels sont les métiers clés, quelle est la valeur clé que j'apporte à mes clients. Ensuite, on va pouvoir descendre dans un niveau de détail plus important, dans une autre description graphique, qui va être la procédure, le niveau 2. Donc là, l'objectif, ça va être de répondre à la question qui fait quoi. Ça va être vraiment une étape importante pour décrire la répartition des responsabilités selon les équipes et la valeur, l'information qui est transférée d'une équipe à une autre. Donc, ça va permettre de casser les silos, mais de bien se poser les questions sur la répartition des rôles et responsabilités de chacun. Donc, c'est très utile et courant dans les entreprises. Et on a un troisième niveau, donc on va pouvoir zoomer de nouveau, qui va nous entraîner vers ce qu'on appelle le niveau 3 ou l'instruction de travail, qui là est un peu une checklist finalement des différentes tâches à réaliser, avec du coup la réponse à la question comment, et qui va donner la possibilité notamment d'assurer un certain niveau d'homogénéité lorsqu'une une tâche, une série de tâches est réalisée par beaucoup d'interlocuteurs différents. Donc très souvent, c'est très utile pour les entreprises qui ont plusieurs canaux de vente, par exemple. Donc le fait qu'au service client ou en boutique ou sur Internet, on va avoir la même réponse à la même question d'un client. Voilà. Donc là, ça vous permet d'avoir une bonne overview sur ce qu'est un processus. Enfin, qu'est-ce que j'entends quand je parle de processus? Alors maintenant, l'autre point clé de notre webinaire, c'est la transformation. Et on se rend compte que le mot transformation, lui aussi, il a de nombreuses définitions. Donc de la plus simple, la transformation, c'est le passage d'un état à un autre. Voilà, tout à fait. Mais la transformation, elle peut avoir aussi une définition beaucoup plus complexe et beaucoup plus liée au monde de l'entreprise. Et finalement, de se dire que se transformer pour une entreprise, c'est décider de ne pas subir quand l'écosystème autour de soi bouge et donc de décider de ne pas décliner finalement. Donc dans cette notion, dans cette définition-là, on voit bien que la transformation, c'est une nécessité, qu'en fait, si on ne se transforme pas, l'entreprise meurt. Qu'est-ce que ça va apporter lors d'une transformation? Qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise? Il y a un mot que je trouve assez adapté, c'est le mot turbulence. Parce que c'est vrai qu'une transformation, c'est beaucoup de changements, évidemment, mais ça va avoir des turbulences sur les différents acteurs de l'entreprise. Puisque, évidemment, ça va remettre en cause beaucoup d'acquis, des organisations, des façons de faire, et les humains n'aiment pas remettre en cause ce qui est acquis. Ça va impacter beaucoup de monde, ça va gérer des incertitudes et ça va engager des coûts. Donc, à tous les niveaux, ça va avoir des turbulences sur l'entreprise. Aujourd'hui, donc j'ai commencé à l'expliquer. C'est vrai que les transformations sont perpétuelles et automatiques. Donc, si on regarde un petit peu de statistiques, on voit que 82% des dirigeants confirment que les transformations ont pris une importance capitale dans la vie des affaires. Donc juste pour confirmer un peu ce qu'on a déjà dit. Et le côté récurrent que je trouve très intéressant, c'est que il y a à peu près 7 grands programmes de transformation tous les 3 ans. Donc c'est un chiffre qui nous rappelle vraiment à quel point on a besoin de s'outiller et de s'équiper, d'avoir une méthodologie pour gérer ces transformations. Ça va plus être comme il y a sûrement quelques années où il y avait un grand projet de transformation tous les 10 ans, toute l'équipe s'impliquait à fond dans cette grande transformation, et puis après on reprenait un stade normal. Là, c'est perpétuel, c'est récurrent. Et pourquoi c'est récurrent? Car il y a de nombreuses mutations. Donc vous pouvez voir sur
Sur le schéma, que ce soit technologique, concurrentiel, social ou financier, ces 4 axes sont en totale corrélation, en totale corrélation et changent tout le temps. Donc finalement, un exemple, ça pourrait être le e-commerce. Donc le e-commerce qui est à la fois une transformation technologique grâce à la possibilité d'acheter en ligne, mais à la fois une mutation des habitudes des consommateurs qui ne veulent plus se déplacer, mais aussi un nouveau système bancaire qui le permet, et enfin toute nouvelle façon de gérer sa concurrence puisqu'il n'y a plus de notion de frontières et de présence physique. Donc c'est l'exemple type qui va être à la fois impacté et moteur des 4 axes de mutation qu'on présente ici. Alors, encore un petit peu de chiffres, mais cette fois-ci sur le fond de ces transformations. Il y en a beaucoup, elles sont régulières, mais comment elles se passent? En fait, on voit qu'aujourd'hui, alors ça s'améliore, mais les entreprises ont encore du mal à gérer leur transformation. Et l'une des causes principales de l'échec d'un projet de transformation, c'est que ça ne permet pas d'atteindre l'objectif initial, que ce n'est pas accepté par les employés. Donc on voit vraiment là la part de l'humain qui est très important. Jusqu'à 41% des programmes de transformation vont échouer à cause de ça. Il y a aussi des forces, évidemment. Donc, le fait que les entreprises maintenant identifient les besoins d'engager des transformations et ne se cachent plus derrière des habitudes et un quotidien qui leur plaît. Les entreprises sont conscientes qu'elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'est positif. Mais si on regarde dans les 5 principales faiblesses des entreprises en matière de transformation, on retrouve bien la gestion des problématiques humaines et la communication vers les employés. Et c'est notamment sur ces axes, sur ces faiblesses, que la démarche processus va pouvoir aider l'entreprise à gérer sa transformation. Alors, concrètement, en quoi les processus vont aider à gérer la transformation? Et je dirais même, moi j'en suis convaincue, que les processus devrait devenir l'incontournable d'un projet de transformation, notamment car c'est un projet qui peut, un outil, une méthodologie qui va pouvoir se répéter et donc est totalement adapté à la récurrence des projets de transformation qui ont lieu aujourd'hui. Alors, j'ai voulu mettre les apports de la démarche processus par rapport à chaque étape clé d'une transformation. Donc j'en ai identifié 4 qui sont des grandes phases de chaque grande étape de transformation. Donc la définition de la cible, le fait d'avoir une stratégie, puis le fait d'embarquer les équipes, puis analyser les impacts opérationnels et enfin informer et former. Donc un projet, disons par exemple l'arrivée d'un nouveau logiciel informatique qui va totalement transformer les habitudes des collaborateurs et notamment remettre en cause la répartition des tâches et responsabilités des différentes équipes. On va définir la cible, on va dire où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on change de logiciel, qu'est-ce que ça va nous apporter. Puis on va embarquer les équipes, les mobiliser pour qu'elles soient moteurs dans cette transformation. On va regarder les impacts opérationnels, exactement quelle équipe va devoir changer d'outil, quel niveau de responsabilité va changer, du coup quels nouveaux indicateurs il va falloir suivre, quels impacts vraiment dans le concret ça va avoir, ce nouveau logiciel, et puis on va former les utilisateurs à l'utilisation et à la nouvelle organisation. C'est difficile d'être extrêmement concret sur des projets de transformation type, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Donc si on reprend chaque étape, quel est l'apport de la démarche processus finalement? Sur la définition de la cible, je vous parlais tout à l'heure du niveau 1, du niveau cartographie des processus, d'une méthodologie de description des processus. Ce niveau 1, il va permettre d'avoir un cadre de réflexion. C'est très important pour la direction générale de ne pas se retrouver devant une feuille blanche en disant voilà, quelle est ta stratégie? Bon, effectivement, c'est extrêmement difficile, on oublierait sûrement des éléments et puis ça serait difficile à communiquer, alors qu'avec la démarche processus, avec la méthodologie Calligramme notamment, on a un cadre de réflexion pour les dirigeants qui vont pouvoir décrire clairement quelle est l'organisation, la cible qu'ils veulent avoir, qui sont leurs parties prenantes, quels sont les métiers clés qu'ils veulent développer, quels sont les fournisseurs, quels sont les métiers qui doivent être externalisés, etc., etc. Donc, la cartographie des processus va vraiment permettre de répondre à cet enjeu de la transformation, de se projeter en fait, d'avoir une vision sur ma stratégie de demain. Ensuite, sur la mobilisation des équipes.
une étape très importante qui est clé pour moi, on le verra juste après, d'une démarche processus, c'est de définir de façon collaborative les processus et notamment le fameux niveau 2 dont je vous parlais tout à l'heure, donc les procédures qui permettent de définir qui fait quoi. Là, si on implique les équipes à ce moment-là, qui vont pouvoir comprendre les interactions entre les différents interlocuteurs, qui vont définir ensemble quel sera leur mode de fonctionnement, c'est très efficace. Car déjà, on a mobilisé tout le monde, on est assuré que la description de la procédure est la réalité du terrain, et ça nous permet d'avoir un modèle pour toujours s'améliorer et se remettre en question. La troisième étape, ça va être l'analyse des impacts opérationnels. Ah oui, c'est très dur finalement quand un dirigeant dit je veux améliorer la facturation, donc je vais acheter un nouveau logiciel de gestion de la facturation. Bon, voilà. Alors, et concrètement, pour l'agent du contentieux du troisième étage, qu'est-ce que ça va donner, ce nouveau logiciel? Comment est-ce qu'on arrive en fait à aller de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle et très concrète, celle qui finalement fait que vos collaborateurs sont motivés, vont être moteurs, vont être impliqués et donc vont être performants et efficaces. Là, on va utiliser ce qu'on appelle les rôles. C'est-à-dire que quand on décrit ces processus, ces procédures, on va identifier les rôles qui interviennent dans ces différentes étapes. En modélisant l'organisation cible jusqu'à un niveau mode opératoire, jusqu'à un niveau 3, donc le niveau qu'on appelle aussi instruction de travail, ça va permettre d'identifier exactement quels rôles sont les plus impactés, quel rôle change totalement de périmètre de responsabilité, quel rôle il faut former en particulier. Donc ça va permettre d'avoir déjà une compréhension très opérationnelle du terrain, des impacts, et ensuite d'adapter du coup son accompagnement sur ces différents impacts. La dernière étape, j'accélère, c'est d'informer les collaborateurs. Donc, une grosse problématique, c'est toujours la communication. C'est assez dur de demander à des équipes de se projeter sur une compréhension d'une organisation cible si on n'a pas une explication claire. Grâce à la description graphique des processus, vous allez pouvoir diffuser très largement à vos équipes, aux collaborateurs, un schéma, finalement, un dessin très simplement compréhensible de l'organisation future, de leur rôle dans cette organisation, ils vont pouvoir mieux comprendre et donc se projeter, s'impliquer, être moins inquiets et concrétiser ce que veut dire ce changement pour eux. Bon, donc là, je vous fais la théorie idyllique. Il faut bien se dire que les processus, c'est un outil très puissant, mais il a des conditions pour que ça soit un succès. Donc, c'est ces conditions que je vous propose de regarder en détail. Et ça va nous permettre de répondre à la question comment tirer parti des remontées d'informations et expériences de chacun dans la structuration des processus. Donc vous vous doutez que l'un des points clés, c'est donc la collaboration. Donc les conditions pour que les processus soient un outil aussi puissant qu'il peut l'être. Évidemment, il y a la simplicité. C'est-à-dire que si les processus sont trop complexes, qui ne sont pas compris par tout le monde, ça ne marchera pas. C'est vraiment l'un des points clés. Il faut que ça soit compréhensible simplement par tous. On dit souvent que simple mais pas simpliste. C'est effectivement tout réside là-dedans. Il faut qu'on soit capable de faire une synthèse. Ensuite, l'agilité. C'est vrai que les processus, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient très régulièrement mis à jour. Donc, il faut qu'il soit agile, il faut que ça vive, que ça soit pas, comme malheureusement c'est le cas dans certaines entreprises, des classeurs qui prennent la poussière. On a besoin vraiment de les faire vivre à chaque changement, évidemment, à chaque transformation. Et on va également, dans cette notion d'agilité, avoir besoin de l'appui, du support fort, de l'implication importante de la direction générale. Car on sait que souvent, on en a bien besoin pour gérer des choses de façon agile. Et le dernier point, celui sur lequel je voudrais insister, c'est la collaboration. C'est vrai que des processus qui sont rédigés par une petite équipe d'experts dans un bureau qui n'ont jamais été sur le terrain, ça sera très inefficace. Ça ne permettra pas d'impliquer les collaborateurs qui donc vont avoir l'impression que c'est une contrainte et pas un outil pour les aider. Et ça ne va pas permettre d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc cette collaboration, elle est importante. Alors, du coup, je voudrais vous proposer de regarder une certaine technique
de collaboration qui s'appelle la co-construction. Donc c'est le mot de je ne sais pas si on peut dire un peu barbare, la méthodologie qui finalement est utilisée pour la co-construction, qui finalement en fait veut dire faire ensemble. C'est juste le terme pour dire faire ensemble. Et donc c'est des techniques qui ont été développées surtout ces dernières années, ça se développe beaucoup, qui mettent en avant comment réussir à faire ensemble. C'est vrai que c'est des méthodes de travail, car on se rend compte que mettre les gens dans une même pièce, ça suffit pas, en fait, pour les faire co-construire. On a besoin de certaines techniques. Alors, regardons un peu plus comment ça se passe, la co-construction. Alors, il y a 3 étapes clés pour moi dans la co-construction des expériences que j'ai vécues. Il y a 3 étapes clés. La première, ça va être de cibler. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas faire participer tout le monde à la co-construction. En effet, si vous avez 200, 8000 collaborateurs dans votre entreprise, vous n'allez pas pouvoir construire à 200 000 personnes. Voilà, c'est impossible. Donc, on va devoir cibler. Pour ça, il y a plusieurs étapes. D'abord, la cartographie des acteurs. Ça, c'est un outil assez intéressant qui va vous permettre d'identifier au sein de votre entreprise qui sont les acteurs qui sont impactés par la transformation, par le changement. Donc, il faut faire très attention à prendre en compte à la fois les internes, mais aussi les externes. Est-ce que le fournisseur, est-ce que le client, le partenaire va devoir être impliqué? Et évidemment, attention à n'oublier personne. Un bon outil, c'est de se référer sur les listings RH. Ça peut être une bonne façon de faire. Comme ça, vous vous assurez que vous n'oubliez personne et d'avoir un maximum, une très bonne connaissance de l'entreprise et d'aller rencontrer un maximum d'équipes. Au sein de chacun une de ces familles d'acteurs, vous allez identifier un ou deux référents. Donc, qui ça va être le référent? Ça va être quelqu'un qui est reconnu par ses pairs, qui maîtrise très bien le métier, donc qui comprend et qui est écouté par ses pairs. Donc, alors souvent c'est le manager opérationnel. Ça peut être aussi, parfois j'ai vu le plus ancien dans l'équipe. Ou encore, souvent une bonne pratique, c'est de faire sous format de volontariat. Donc, vous proposez aux différents membres d'une équipe celui qui souhaite être le référent. Voilà. Attention dans ce ciblage à ne pas oublier l'écosystème un peu plus large. Donc, est-ce que des associations, est-ce que des institutions vont être impactées également, juridiques, légaux, comptables, etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre groupe de référents, donc vous allez construire voilà, comme une équipe de référents qui vont représenter tous les métiers impactés par la transformation dans votre entreprise. Là va arriver l'étape 2. Donc malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui de s'étendre sur le sujet, qui est un vaste sujet, les techniques de co-construction. Mais je vous invite à consulter des blogs sur le sujet. Quelques points clés, juste c'est des petites techniques, notamment d'animation d'ateliers, donc très visuelles, des post-it, des brown paper, faire participer les acteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un présentateur qui va définir, mais on va demander aux gens de se déplacer, de venir être acteurs finalement de la roadmap qui dessine, par exemple. On utilise beaucoup en co-construction des techniques de jeu qui peuvent paraître parfois un peu enfantines, mais qui finalement sont extrêmement efficaces pour casser les barrières entre les différents métiers qui parfois ne se connaissent pas et ont besoin d'un peu d'aide pour mieux travailler ensemble. Donc attention à toujours construire des groupes qui sont très divers. C'est-à-dire que si vous mettez dans le même groupe des acteurs qui se connaissent bien, par exemple, on va dire que vous avez un référent comptable, un référent financier et puis un référent facturation qui travaillent déjà tous les jours ensemble mais qui représentent des métiers différents, les mettez pas dans le même groupe. Vous allez plutôt prendre la personne du marketing, la personne du SI et puis c'est là que vous allez réussir à faire ressortir le meilleur, les idées les plus innovantes, le maximum de performance.
Et cette co-construction, attention à pas avoir un moment très fort, c'est-à-dire pendant une semaine on fait des ateliers ou parfois c'est sous format de séminaire et puis après plus rien. Donc ça c'est un danger qu'on voit souvent. En fait, il y a une réelle excitation autour des ateliers de co-construction et puis derrière il n'y a pas de suivi. Donc ça peut être dangereux parce que du coup les gens sont déçus, on a l'impression qu'on les a impliqués puis finalement plus rien. Donc attention à bien accompagner la suite de la co-construction. Donc, faire des retours, les décisions qui ont été prises, est-ce qu'elles sont opérationnelles, donner vraiment de la visibilité sur la continuité et utiliser les référents comme finalement des communicants au sein de leur propre cercle pour élargir la communication. Donc, chacun de vos référents va être votre point d'entrée vers ses pairs. C'est ce que j'entends par cercle élargi. D'accord? Alors, petite conclusion, donc, pour finir ce webinaire, comment les processus vont-ils aider à accompagner le changement? On a vu déjà beaucoup de points clés, mais je voudrais quand même faire un récap sur les points vraiment importants dans la conduite du changement. Pour moi, donc, de l'expérience que j'ai vécue, des différents projets que j'ai accompagnés, ce qui est important pour que le changement se passe bien d'un aspect humain, c'est les points suivants. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens. Il faut comprendre la situation cible, il faut faire adhérer, il faut former et il faut communiquer. Donc, c'est des points assez larges, c'est sûr, mais ça vous donne l'essence des éléments importants sur lesquels il ne faut pas passer à côté. Et on voit qu'avec la démarche processus, on répond à chacun de ces critères. C'est-à-dire que avec la cartographie des processus, vous allez pouvoir donner du sens, parce que vous allez montrer à l'utilisateur, au collaborateur, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il intervient au sein de la stratégie globale de l'entreprise. Donc, il va comprendre son impact. Il va aussi comprendre la situation cible, puisqu'il va permettre de visualiser concrètement dans les procédures où est-ce qu'il va intervenir, qu'est-ce qui va changer. Il va adhérer grâce aux ateliers participatifs de définition des procédures. Il va pouvoir être formé car dans la description graphique des processus, on a tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir former les utilisateurs, comprendre quelles sont les interactions avec les autres équipes, quelles sont les tâches qu'il doit réaliser. Et ça va vraiment faciliter la communication grâce à la possibilité de diffuser de façon très large les nouvelles procédures et que chacun les comprenne de la même façon. Donc ça va permettre d'avoir une communication largement simplifiée. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vais regarder maintenant si on a un petit peu de temps pour répondre à vos différentes questions.